Salut à tous et bienvenue sur Technéo. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'engouement que la vidéo de la semaine dernière sur Linux Mint a suscité. J'ai littéralement explosé de joie quand j'ai vu les statistiques. Je crois qu'actuellement on est à plus de 8000 vues, quasiment 9000 vues. On dépasse les 200 abonnés. On est à 272 abonnés ou quelque chose du genre à l'heure où je vous parle. Je suis passé en gros de 47 à 272 abonnés d'un coup. Vous m'avez fait prendre un gap monumental. La vidéo a suscité beaucoup aussi de curiosité, de commentaires. Sur l'ensemble des commentaires, franchement, il y a 95% de positifs et 5% bien sûr de commentaires néfastes. Malheureusement, ça on ne pourra pas l'empêcher. Il y a toujours des personnes qui sont là pour, on va dire, gâcher l'ambiance ou voilà, ou s'amuser à faire de mauvais commentaires. Mais franchement, j'en garde vraiment un retour super positif. J'ai décidé du coup de rebondir un petit peu sur tout ça, les diverses questions que vous auriez pu avoir pendant la vidéo et surtout dans le champ de commentaires. Et puis, pour vous faire aussi part d'un détail, je vous avais dit dans la vidéo que j'allais migrer prochainement mon setup de tournage sous Linux Mint. C'est chose faite, du coup je vais vous montrer tout ça. Hop, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, je suis bien sur Linux Mint ici. Donc j'ai bien mon dock en bas. Et actuellement j'enregistre du coup avec OBS, avec comme source du coup ma webcam, toujours ma Logitech StreamCam Pro, avec comme source GovCView. Donc je suis obligé de passer en fait par cette source là, un peu comme avant avec Logitech Capture. Si j'utilise la cam en direct avec OBS, ça marche pas. Et je me suis rendu compte aussi que la cam était réellement difficile à paramétrer sur mon Linux. J'en ai plutôt chié. D'ailleurs, je vais un petit peu vous parler de mon parcours du combattant. Et si c'était que ça, d'ailleurs, c'est plutôt rigolo, hein. Certains vont un peu rire dans les commentaires, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je conseille aux gens de passer sous Linux, pourquoi pas de faire un dual boot. J'étais parti sur du dual boot justement pour anticiper un peu ces problématiques là de caméra, etc. Et finalement j'ai pas pu le faire, donc je me suis jeté à l'eau, ouais, j'ai vraiment fait le grand saut, tout simplement parce que j'avais trop de disques durs et des antécédents certainement sur les disques durs, c'est ma faute, le cordonnier le plus mal chaussé. J'ai dû oublier d'enlever certaines choses et au formatage c'était pas terrible. Donc j'ai formaté mon SSD principal sur lequel il y avait au final rien du tout, mis à part mes logiciels de montage payants, mais c'est pas un problème, j'ai toujours les clés de licence, donc je pourrais toujours me débrouiller. Et j'ai joué le jeu. Finalement, j'étais parti sur une VM, comme vous pourrez le voir, j'ai VirtualBox dans mon dock en bas, mais non, j'ai joué le jeu, j'ai installé Shotcut. Donc là, les scènes que je suis en train de tourner à ce moment même, je les monterai avec Shotcut. D'ailleurs, certains d'entre vous m'en ont parlé dans les commentaires, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai essayé DaVinci Resolve, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous êtes arrivé. Perso, je suis pas arrivé à l'installer, donc bien sûr après quand j'aurai un peu plus de temps, j'essayerai de l'installer parce que je sais qu'il y en a énormément qui tournent avec ça, notamment Captain Groscha. Quand on voit la qualité de ses rendus, je pense qu'il y a du potentiel sur ce logiciel là, mais voilà. Je vais faire une petite vidéo chill, tranquille, pour vous montrer un petit peu le rendu de mon poste, du coup, après son passage sous Linux Mint. J'espère que la vidéo vous plaira. Cette fois-ci, c'est pas un tuto, c'est un petit débrief. Et je vais quand même essayer aussi de répondre à des questions que j'ai trouvées dans les commentaires sur la vidéo précédente. Si je peux aider, c'est volontiers et ça me fait plaisir. Allez! C'est parti. On continue du coup cette vidéo sur le fait de ne pas avoir pu donc installer de suite comme je voulais mon Linux en dual boot avec mon Windows. En fait, je vais vous donner un petit peu plus d'explications pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Donc j'étais sur
un Windows 11 installé, donc avec bien sûr le TPM, etc., le Secure Boot, etc. Sauf que mon PC a la particularité de pouvoir être quasiment un serveur, enfin, en tout cas du point de vue du nombre de stockage. J'ai 2, 4, 5, ouais, j'ai 5 ou 6 disques durs dessus. Donc en fait, j'ai des disques durs qui servaient aussi dans d'anciens PC que j'ai eu. J'ai fait un petit peu ce PC avec de la récup d'année en année. Et c'est un petit peu l'aboutissement de plusieurs années d'informatique. Je pourrais à la rigueur un jour vous en montrer une photo. Là malheureusement ça va être compliqué parce que je suis en train de tourner et j'ai pas spécialement envie de déplacer la cam pour ne pas, on va dire, perturber la vidéo. Mais voilà. Donc c'est un PC qui m'a pris plusieurs années à monter, c'est un bon PC qui va durer encore plusieurs années, surtout maintenant que je suis sur Linux. J'ai pas l'intention de retourner sur Windows, malgré voilà, les quelques petites difficultés que j'ai pu rencontrer. On se rend très vite compte, comme je le dis dans la première vidéo justement, qu'il n'y a rien d'insurmontable. Linux possède une communauté vraiment géniale. On n'a pas affaire à une bande de chacals qui sont là pour vous casser. En fait, la moindre question engendre une réponse cohérente et non moqueuse. C'est pas parce qu'aussi on est technicien qu'on peut tout connaître. J'ai pas la science infuse. Mes formations ont été faites sur macOS et sur Windows. Toutes les connaissances que j'ai sur Linux, je les ai acquises en autodidacte. Donc j'ai quelques années d'informatique depuis mon adolescence maintenant. Mais c'est vrai que Linux, ça a été, on va dire, que des passages de ma vie en informatique. Et j'ai jamais pris le temps de vraiment me forcer à m'en servir à plein temps. Et j'ai décidé dernièrement de le faire, d'où la première vidéo de la semaine dernière. Et là, je me suis dit, en fait, vu l'engouement que ça avait engendré, cette vidéo, je me suis dit, ça serait bien de faire un cas d'école, de vous servir un petit peu de cobaye aussi. S'il y en a d'autres dans les commentaires ou sur cette vidéo là qui passent et qui font du montage, sachez que finalement c'est faisable. Vous allez avoir un petit peu de mal dans certains moments, mais c'est tout à fait faisable. Donc la bascule de Windows à Linux se fait facilement. Sur le dual boot, je vous conseille juste un truc: évitez comme moi d'avoir 10 milliards de disques. Concentrez-vous sur un seul disque, ou alors si vous avez le temps, débranchez tous vos autres disques pour garder que le disque principal. Installez votre Linux proprement comme vous le souhaitez, en dual boot par exemple. Et ensuite vous rebrancherez avant le redémarrage final vos autres disques. Mais rien d'insurmontable, rien d'impossible. Encore une fois, c'est juste un petit peu de volonté et de l'huile de coude. Pour ce qui est ensuite des autres problématiques, je vous propose de passer du coup sur la scène suivante pour que je puisse cette fois-ci vous montrer un petit peu mon écran pour vous permettre de comprendre les difficultés que j'ai rencontrées. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup sur mon bureau. Où je vais commencer un petit peu les explications, faire un petit récap de tout ce que j'ai fait pour en arriver là, et ça vous permettra potentiellement de voir si ça pourrait vous convenir aussi. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Je trouve que au départ, donc sur la première scène de la vidéo, l'image était un peu dégueu. J'ai fait quelques réglages, là je la trouve beaucoup mieux. Au niveau de la caméra, bien sûr, je vais juste vous faire un petit retour caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, on a l'image que je trouve qui est quand même un peu plus nette. Alors j'ai du grain parce que j'ai moins de luminosité que tout à l'heure, mais si hop, on remet un peu de luminosité, là on se rend compte que du coup on est plus net, surtout là au niveau de l'arrière-plan. Je trouve que c'est beaucoup plus lisible, dites-le moi, mais en tout cas c'est le ressenti que j'ai. On va repasser de suite sur le bureau, hop, voilà. Du coup, j'ai commencé mon installation, ma finalisation d'installation et la préparation pour ce soir en installant un petit peu tout ce qu'il fallait, parce que comme j'ai fait du large,
j'ai tout recentralisé dans un de mes stockages. Donc j'ai mis un petit peu tout ce que j'avais dans ce stockage là, et j'en ai profité du coup pour vider les autres. Donc en fait, vous pouvez voir qu'ici j'ai juste mon fichier old où je viens stocker les vieilles vidéos pour pas encombrer le fichier principal. J'ai un disque dur externe ici qui me sert de temps en temps à stocker quelques trucs éventuellement. Un SSD directement, donc un NVMe sur la carte mère qui fait juste quelques gigas, mais qui me permet de faire tourner, admettons, des choses un petit peu lourdes ou autres. Donc ça me sert surtout pour faire des VM ou faire tourner des jeux qui demandent un petit peu de rapidité. Donc ça peut être pas mal. Et puis donc pour en revenir à nos moutons, j'ai pris la décision, si je dis pas de bêtises, dans mon stock 1, ouais c'est ça, dans mon stock 1 en fait j'ai remis mes deux dossiers qui sont connectés directement à mon Synology NAS. Donc j'ai un NAS là juste au-dessus de moi dans ma baie de brassage. Qui me permet de récupérer les backups de tous les fichiers sur l'ordinateur. Grosso modo, mon ordinateur, comme vous le voyez, c'est une coquille vide. Si je le perds, certes, je perds toute ma personnalisation, toute la programmation que j'ai faite, mais j'ai envie de vous dire, mieux vaut perdre un peu de personnalisation que toutes ces données. En fait, les données sont présentes en local dans mon poste, mais elles sont réellement pas indispensables, étant donné que j'ai une copie en double dans mon NAS, et j'ai en fait chacun de mes ordinateurs, 4 ou 5 au total, je sais plus, est une copie à l'identique de l'ensemble de mes données. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que j'en ai un de poste qui est souvent à l'extérieur. Donc même si ma maison crame, je perds pas mes données. Ça c'est plutôt pas mal. Après l'idéal c'est d'avoir potentiellement un stockage extérieur sur un cloud. Mais je suis un peu du genre parano, et les clouds je sais pas. J'ai un petit peu peur. Vous me direz, mon NAS fonctionne un peu comme un cloud, mais il est chez moi. Je ne dépends pas des GAFAM, et c'est surtout ça qui m'arrange, parce que même avec Microsoft et leurs serveurs en Europe, il me semble, arrêtez-moi si je dis des bêtises dans les commentaires, mais il me semble que même les serveurs en Europe de Microsoft sont en partie dépendants du Privacy Shield américain. Et étant donné que c'est Trump qui est repassé au pouvoir et qu'il est complètement cramé, il est possible que nos données personnelles soit encore plus exposé qu'avec les télémétries de Windows, donc c'est pas non plus super. Donc ça c'était la première chose, c'était installer mon Synology NAS pour pouvoir retrouver du coup les informations telles que je les voulais. Donc là par exemple, voilà, dans mes favoris j'ai mon dossier TechNeo, donc dans lequel je vais retrouver vraiment tous les dossiers nécessaires à la chaîne. Ensuite je vais avoir mon dossier perso et mon dossier pro. Donc ça, c'est des accès que j'ai en permanence et qui me permettent de bosser tranquillement, sereinement, et encore mieux que ça, étant donné qu'ils sont implémentés en temps réel dans le NAS. Si j'éteins mon ordinateur, je passe sur n'importe quel autre de mes PC et je retrouve mes dossiers comme je les avais laissés, avec l'implémentation des dernières mises à jour. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, j'en ai profité pour aller installer OnlyOffice. Donc qui est ni plus ni moins que l'équivalent de Word, Excel et PowerPoint. Donc là vous pouvez voir les couleurs en haut, parce que du coup je l'ai passé en mode sombre, c'est surtout pour les yeux, pour éviter de me défoncer la rétine. Mais voilà, cette suite Office là est mieux que LibreOffice ou OpenOffice, parce que dans le passé, quand j'étais à mon compte, j'ai eu des tableurs à retravailler, notamment pour l'édition d'un site web, et la personne qui m'avait envoyé ces tableurs ainsi que les documents Word qu'il y avait avec avait fait donc des macros, avait mis un petit peu des décors sur ses pages, etc. Et en fait le problème c'est que toutes ces mises en forme là n'étaient vraiment pas supportées par Open ou LibreOffice,
Et une fois que j'ai livré mon site web, la personne m'a dit monsieur, vous êtes bien gentil, mais ça serait bien de ne pas oublier tel détail. Alors je vous avoue que je me suis senti un petit peu bête. Je suis retourné voir les documents, j'y ai passé une demi-journée, j'ai tout épluché, j'ai rien vu de tout ce dont elle m'avait parlé, donc là je me suis vraiment senti débile. J'ai rappelé la personne, j'ai dit veuillez m'excuser, mais est-ce que je peux passer au bureau parce que je vois rien de tout ce dont vous me parlez. Donc elle a ouvert les documents devant moi et en comparant nos deux écrans, je me suis en fait rendu compte qu'il y avait un problème de compatibilité, ce que vous ne rencontrerez pas avec OnlyOffice. Donc ça c'est plutôt l'avantage. Ensuite, c'est bien beau donc d'avoir mes documents. De pouvoir gérer mon pack office mais en version gratuite, mais c'est bien aussi d'avoir ces mails. Donc bon, là je me servirai de Thunderbird, la messagerie du coup de la messagerie de Mozilla et qui est native sur mon Linux Mint. J'en suis totalement ravi, je m'en sers même au boulot, ça marche nickel. Pour les montages vidéo, j'utiliserai Shotcut. Donc comme vous voyez, bon là il est stock, j'ai pas encore pris le temps de le triturer. La vidéo que je suis en train de tourner va me permettre de triturer un petit peu ce logiciel. J'en ai eu pas mal de bons échos, j'ai pu faire quelques tests dans le passé, mais c'était vraiment que des tests sommaires. Il va vraiment falloir que je prenne le temps de développer la vidéo. D'ailleurs, pardonnez-moi si la prochaine sort un petit peu en retard, parce que je ne suis pas certain d'avoir autant mes habitudes que ce que je les avais sur Movavi Video Editor. Mais ça va venir. Ensuite, autre chose, pour pouvoir vous proposer ça et la caméra, j'ai dû faire pas mal de bricolage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je branchais donc ma StreamCam Pro de chez Logitech avec mon micro, plus ma souris, le dongle Bluetooth, plus mon clavier en charge. Je sais pas si c'est ça ou si c'est juste le fait que la caméra soit pas super bien supportée par mon Linux. En fait, quand je lançais OBS, la caméra se frisait, donc l'image s'arrêtait, comme si j'avais pris une photo. Le logiciel se coupait en me retournant un message d'erreur. Le voyant de la caméra, lui, restait allumé, malgré que j'aille tuer la tâche dans le terminal. Je me servais même du coup de Stacer, que vous trouverez donc ici, pour essayer d'aller tuer les tâches en allant ici, donc dans les processus. Mais même ça, ça fonctionnait pas. Donc là, je savais pas trop comment faire. Et j'ai redémarré mon poste, honnêtement, je sais pas. J'avais mal au cœur de faire ça parce que j'aime pas trop le faire, mais j'ai dû le forcer à s'arrêter au moins, sans vous mentir, une vingtaine de fois. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand j'allais ici, dans mon menu démarrer, que je cliquais ici et éteindre, eh ben, malheureusement, le PC ne s'éteignait pas. Il faisait un semblant d'arrêt, puis il s'éteignait pas. Donc c'est super, c'est pas mal. Autre chose, comme vous pouvez le voir un petit peu derrière moi, j'aime bien le RGB. C'est pareil, il me fallait pouvoir gérer tout mon RGB. Et c'est chose faite. En fait, j'ai réussi tout simplement à faire ça grâce à un logiciel qui s'appelle OpenRGB. Donc ça m'a permis de faire tourner tout l'éclairage du PC comme ça et de le régler. Donc j'ai plus de problème de gestion RGB. C'est un peu l'équivalent de signal RGB sur Windows. Il est moins complet ou alors c'est que je sais pas encore, on va dire, l'utiliser de manière optimale. Mais en tout cas ça marche plutôt bien. J'en suis en tout cas satisfait à mon niveau. Je suis pas non plus un Jean-Michel LED comme dirait Discover ID, mais j'aime bien avoir un petit peu de RGB, c'est sympa, ça éclaire. Et puis ça égaye une pièce. Bon, ça c'était la petite parenthèse, on va dire. J'ai pu aussi retrouver VirtualBox, le logiciel sur lequel j'aime bien vous faire des démos. Donc bon, je suis désolé, sacrilège,
J'ai mis un Windows dans un Linux, ne me flageolez pas. J'ai été obligé de faire ça juste pour faire quelques tests, pour essayer de comprendre ce qui se passait lors de mes bugs, mais je ne l'allume pas. Enfin, en tout cas, je compte pas l'allumer. Je l'ai activé, mais j'ai rien mis dessus. C'est vraiment au cas où j'ai un besoin particulier. Mais voilà, ça a le mérite d'être là. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du montage. Donc OBS par exemple. Donc hop, je vous ramène OBS ici. Voilà. Désolé pour l'effet profondeur, hein, c'est Inception. Mais voilà, donc j'ai mon OBS qui est là avec mon flux d'image. Et tout ça, en fait, en réalité, provient, enfin du moins ma caméra, en fait, provient de GovCView que je suis en train de vous ramener. En fait, il est en deux parties, la partie réglage et la partie image. Donc ça, c'est mon vrai flux d'image que en fait je viens récupérer tout simplement. Je viens le récupérer dans OBS, dans mes réglages. Donc c'est un petit peu du bricolage, mais ça fonctionne très bien. J'ai envie de dire, bricolage est un bien grand mot, puisque c'est ni plus ni moins qu'une source d'image, comme celle qu'on peut avoir ici. Hein. Mon écran, c'est une source d'image que j'ai choisi d'enregistrer. Ben là, c'est pareil. J'ai créé ma source audio pour avoir mon micro. Et j'ai créé ma source visuelle, en fait, qui est ni plus ni moins que la capture de l'écran de GovCView, et ça marche très bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que l'image que l'on a sur OBS réagit au réglage que je fais sur GovCView. Donc, ben, j'ai envie de dire, que demande le peuple? Voilà. Autre petit problème que j'ai rencontré, c'est le réglage de mon micro. Alors ça a moins été chaotique que pour la webcam, parce que la webcam, ça a vraiment été l'enfer. Franchement, j'en ai réellement chié. J'ai failli même regretter. Donc certaines dans les commentaires de l'ancienne vidéo me diront « Ah, tu as vu ?» Mais non, en fait, je ne les laisserai pas dire ça, tout simplement parce que maintenant que j'ai réussi à faire mes réglages, ben, je prends vraiment un plaisir de dingue à utiliser mon Linux, et je reviendrai pour rien au monde en arrière. En fait, le micro, quand j'enregistrais, comme là je suis en train de parler, il n'y a aucune saccade actuellement dans le son. Comme vous pouvez le constater, on est sur un son similaire aux vidéos précédentes. Ou s'il n'est pas similaire, ça se joue à 0,1 ou 0,2 points près. On a vraiment un super son. Au début, c'était loin d'être ça. En fait, j'ai dû installer quelques petits modules en fait liés à mon micro, et aller dans les paramètres de l'ordi, j'allais dire du Mac. C'est le thème qui m'induit en erreur, je suis désolé. Désolé. Au niveau du son, dans les entrées, voilà, j'ai dû aller en fait régler le volume ici. Et puis j'ai dû utiliser une ligne de commande que je vous mettrai en commentaire en dessous de la vidéo ou dans la description, parce que là elle ne me vient plus à l'esprit, qui m'a permis en fait de définir mon micro non pas en entrée simple mais en entrée analogique stéréo. Et ben en fait ça a complètement changé la donne. Donc rien n'est impossible, tout est réalisable sur Linux. En tout cas c'est ce que j'ai envie de croire, et c'est ce que j'ai pu constater. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, les habitués qui passent par là. Mais je pense que ce que je suis en train de dire vous fera plaisir, et on se conforte tous là-dedans. C'est que Linux, c'est la panacée de ce côté-là. Problème, solution. On n'a pas un problème et une recherche perpétuelle sans solution. Ça, j'ai envie de dire, c'était avant. Bien que les solutions sont arrivées avec le temps. Il y a peut-être certaines choses qui étaient dures avant, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu plus en détail GovCView. Je vais vous le ramener au premier plan. Hop, donc ça, c'est la partie réglage.
Donc elle est plutôt intéressante parce que comme vous pouvez le constater, donc on a la luminosité qu'on peut régler, le contraste, la saturation. J'ai choisi de faire la balance des blancs automatique parce que alors quand je l'enlève, je me retrouve dans un filtre bleu limite psychédélique, c'est trop bizarre. Vous voyez qu'on a le taux de rafraîchissement en 60 Hz. Et du coup, bah, il s'adapte automatiquement. Donc c'est vraiment super parce qu'il est en plus géré, auto-géré. Et tout le reste, en fait, j'ai quasiment, on va dire, laissé les réglages d'origine. J'ai juste amélioré quelques trucs comme la netteté et le gain parce que la netteté au départ, vous l'aurez vu dans l'intro de la vidéo, c'était pas super. Quand je ferme par contre, et ça sera certainement pareil pour vous si vous utilisez GovCView pour avoir une source vidéo pour votre OBS, pensez à ne pas quitter par la croix. Je me suis rendu compte que ça faisait planter le contrôleur de la StreamCam, ou alors c'est mon contrôleur USB, je sais pas. Utilisez plutôt le bouton Quit, je me suis rendu compte que ça marchait mieux pour moi. Après c'est juste un détail mais ça peut servir. Hop. Voilà. Au niveau OBS, on retrouve du coup la même interface, donc ça sert à rien que je vous la montre. Et puis maintenant que j'ai fait un petit peu le tour, le reste c'est la personnalisation pour passer du coup de l'aspect Mint Windows friendly à l'aspect macOS friendly. Donc ça encore, ça sert pas à grand chose de le montrer. Je suis navré pour les personnes que mon Google Chrome va provoquer, on va dire, mais j'ai pas le choix, comme je l'ai expliqué dans les commentaires sur l'ancienne vidéo. Mes PC me servent aussi pour le boulot et j'ai besoin malheureusement d'avoir Chrome pour certaines extensions dont on se sert au travail, et d'autant plus que notre CRM tourne beaucoup mieux sur Chrome. Je suis désolé. Maintenant je vais passer à la suite de la vidéo et on va faire un petit débrief sur plein d'autres points, mais en tout cas je pense que je vais tenter de répondre un petit peu à certaines questions que j'ai pu avoir. C'est parti, on va continuer du coup, non pas en plein écran mais toujours sur mon bureau. Donc on va y aller de suite, ça évitera de perdre du temps. Pour vous montrer un petit peu la Logitech, on m'a reproché dans l'ancienne vidéo, enfin dans celle de la semaine dernière, de pas avoir montré assez la Logitech et d'avoir fait en fait trop de terminal. On m'a dit quand on se dit novice friendly, on évite de montrer du terminal. Donc bah, écoutez, je vais écouter les remarques qu'on m'a faites. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà la Logitech. Alors là, elle est sous le thème macOS que j'ai mis, mais bon, ça va. Enfin, je pense que ça dénature pas trop non plus l'expérience. Donc vous voyez qu'on peut avoir un gestionnaire de password Bitwarden. On peut en avoir d'autres aussi. Il y a GIMP pour dessiner. On a Inkscape, donc c'est du dessin vectoriel. Donc on peut faire tout à fait des tâches professionnelles. Pour tous ceux qui aiment chatter, on a du Discord, on a un client WhatsApp, Sofia Text Editor for Code, donc on a un éditeur de texte code, on a Blender, Dropbox, enfin on trouve vraiment ce qu'on veut. Ensuite, c'est pas compliqué, donc on a aussi Obsidian, donc ça c'est un logiciel de notes en Markdown. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? Donc du coup tout le reste en fait ça va se chercher ici, par exemple OnlyOffice, tout simplement OnlyOffice. Donc là j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé, je clique dessus. Vous voyez que c'est comme le store un petit peu sur Android. Donc on va avoir des captures d'écran. Donc les captures d'écran que je vous montre vous permettent de voir l'apparence originale de OnlyOffice sans mon apparence à moi version Mac. Donc vous vous rendez compte que on se retrouve du coup sur du vert pour la partie tableur, sur du bleu pour la partie Word si on peut dire ça, et sur du rouge orangé pour la partie PowerPoint. Donc on est vraiment sur un équivalent de Microsoft Office. Donc comme vous pouvez le constater, c'est comme j'avais moi. On a le Word, le Excel, le PowerPoint, et ça en fait ici ça va être, il marque PDF form. En fait c'est des documents, enfin des formulaires qui sont préédités. Et ici en dessous on a toujours une petite description
Alors là, c'est en anglais. Il y en a certains qui sont en français. Si vraiment vous avez un doute, vous pouvez toujours ouvrir ici en fait le site. Pourquoi pas le traduire en français si vous le souhaitez. Donc là, voilà, on est sur le site de OnlyOffice. Vous voyez un petit peu une présentation de ce qu'on peut faire avec. On est vraiment sur quelque chose de correct au niveau puissance de réalisation, hein. On ne sera pas restreint. Pareil ici, comme vous pouvez voir, la présentation elle est vraiment géniale sur la partie Word. On peut aussi, on travaille, ça c'est important, on travaille avec les mêmes formats de fichiers, donc le DocX pour les Word, PPTX pour les PowerPoint et XLSX pour les Word, pour les Excel, pardon. Donc on va rester dans le même écosystème si je peux dire. Ça c'est plutôt génial. On est ici, je vais juste faire un petit refresh pour la curiosité. 276, on a pris 1 en gros. Et par contre, merci tout le monde, on est à 9000 vues, 166 commentaires, c'est un truc de fou. J'ai envie de faire la même tête que lui. Petite parenthèse du coup, on continue. Donc le OnlyOffice, hop, désolé, je retourne dans la Logitech, autant pour moi. Désolé, donc OnlyOffice, je l'ai trouvé comme ça. Une fois que on a trouvé le logiciel qu'on veut, c'est pas compliqué. Par exemple là Spotify je l'ai pas. Voilà, je vais aller l'installer. Donc si j'ai un doute, je peux très bien aller sur le site, pareil que pour OnlyOffice, ou alors l'installer. Quand je clique sur installer, vous vous rendez compte que ça fait vraiment comme les Mac. On se retrouve tout simplement avec une fenêtre de mot de passe. Ça, c'est pas mon thème qui fait ça, c'est juste le propre de Linux. En fait, par défaut, on n'est pas administrateur de la machine. Pour installer quelque chose, on nous demande le mot de passe administrateur qu'on a choisi à la configuration initiale de la machine, ce qui va permettre un petit peu de verrouiller tout ça, d'éviter que les choses s'installent comme ça, un virus ou autre. Il faut à chaque fois avoir le password root pour pouvoir faire des modifications du système et honnêtement ça vous évitera bien des soucis. C'est déjà une première sécurité. Et ça c'est plutôt génial, même si vous vous faites avoir par exemple par de l'ingénierie sociale dans un mail, vous aurez au moins l'avantage d'être protégé par votre mot de passe et ça c'est plutôt sympa. Donc là vous avez vu une installation. Une fois que j'ai installé, tout simplement dans mes applications, dans la section son vidéo, je vais retrouver mon Spotify ici, voilà. Ou alors si je le fais de la manière normale, dans le menu démarrer, son, et hop ici Spotify. Donc ça c'est plutôt simple. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Stacer. Donc je pense pouvoir le trouver ici. Stacer. Ouais, voilà. Optimiseur et superviseur de système Linux. Donc là c'est pareil. Là pour le coup c'est écrit en français. Il y a un site web. On peut aller voir ce que ça donne. Ouais, c'est sur GitHub. Donc bon, c'est quand même du legit. Il n'y a pas de souci de ce côté là. Donc là je viens de voir que le projet a été abandonné, mais bon, en tout cas ça fonctionne encore. J'ose espérer qu'on trouve une future licence autre que ça, mais similaire, si jamais ça se met à ne plus fonctionner, parce que c'est vraiment génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? J'ai eu une question sur les antivirus. Est-ce que c'est nécessaire sur Linux ou pas? Alors, c'est toujours compliqué de répondre à ce type de questions-là. Oui et non. Je vais commencer par la fin. Le meilleur antivirus, la meilleure des protections, ça sera toujours vous, l'utilisateur. Ça, c'est sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'étant donné la part de marché de Linux dans le monde de l'informatique, on va dire grand public, vous avez moins de risques d'avoir des virus que quelqu'un qui va être sur Windows ou macOS, tout simplement parce que vous êtes moins nombreux.
Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus, il faut se protéger. Les premières règles de sécurité, c'est n'oubliez surtout pas de faire vos mises à jour. Vous pouvez constater que j'ai pas de mise à jour à faire actuellement. Il faut, parce que c'est des correctifs de qualité et de sécurité, dès que la communauté Linux découvre une faille, elle est communiquée et corrigée, en tout cas le plus rapidement possible, et ça c'est vraiment de la valeur ajoutée. Pareil, il n'y a pas forcément d'antivirus d'origine, mais ce qu'il faut surtout pas oublier de faire, c'est d'aller dans vos paramètres comme je viens de le faire, et d'aller activer votre pare-feu. Pareil, vous vous rendez compte que le pare-feu étant un paramètre de sécurité, même si on s'introduit dans votre Mac, on va y arriver, dans votre PC, on ne pourra pas vous prendre le contrôle sur cette partie-là. C'est comme les Mac, il faut un mot de passe. Hop, et là, j'ai accès à mon pare-feu. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, vous voyez qu'il est bien activé. On est en profil domestique. On pourrait être en entreprise ou en public. On a de l'entrant. On refuse du coup les flux entrants pour éviter qu'on nous prenne le contrôle à distance. Mais par contre, on autorise le sortant pour ne pas trop être filtré. Après, voilà, le sortant autorisé, c'est très bien. J'ai pas encore testé la partie entreprise. J'aimerais le faire après, plus tard. Si je trouve une utilité, je vous ferai potentiellement une vidéo dessus. Mais voilà. C'est vrai que le problème, c'est que si en fait vous vous faites pirater et que quelqu'un s'introduit dans le PC, même sans toucher au pare-feu, du coup, étant donné que le trafic sortant est autorisé, il peut potentiellement, une fois qu'il est dans le PC, envoyer des informations vers un serveur qui lui appartiendrait à l'extérieur. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il faut quand même se méfier. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La VM, c'est pareil que d'habitude. Pour ceux qui se poseraient la question, du coup, pour le Synology Drive Client, donc je suis allé le chercher comme n'importe qui le ferait. Hein. Je suis allé ici, j'ai tapé Synology Drive Client DS 220J. Ça c'est mon NAS, c'est le type de NAS. Ensuite, je vais dans le centre de téléchargement chez Synology directement. Et du coup, je prends utilitaire de bureau, Synology Drive Client. Je vais sur télécharger. Et là, j'ai pris le Deb, le Ubuntu Deb. Et puis, je l'ai installé. Et une fois installé, on est sur un paramétrage tout à fait classique. On ne peut plus classique. Hop. Paramètres, voilà, on arrive bien sur la fenêtre de paramétrage Synology Drive Client habituel qu'on peut retrouver sur macOS et sur Windows. Et en plus, je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai paramétré sur les deux OS et du coup maintenant sur les trois. La seule différence, arrêtez-moi si je me trompe, est-ce qu'il y en a qui sont arrivés à le mettre en cloud sur du Mac et sur Linux? Parce que personnellement sur ces deux OS là je me retrouve en fait à devoir faire la copie intégrale en dur. Non pas que ça me dérange parce que vous constatez que je manque pas de place, mais c'est surtout que c'est plutôt étrange. Je suis pas arrivé à le mettre en cloud alors que sur Microsoft Windows c'était un petit peu plus simple. C'est la seule différence, mais c'est pas bien méchant. Maintenant, je vais passer un petit peu à la suite de la vidéo pour répondre un petit peu à 2-3 questions, puis on en arrivera à la conclusion, parce que cette vidéo qui devait être courte s'éternise finalement un petit peu. Allez, c'est parti. Du coup, on passe à l'avant-dernier chapitre de cette vidéo. J'ai envie un petit peu de rebondir sur des choses que j'ai pu voir dans les commentaires. Je commence par un commentaire où quelqu'un me dit qu'après être passé sur Linux, il n'arrivait plus à accéder au site de sa banque en ligne. Comme je lui ai répondu, je pense qu'il y avait peut-être un souci ailleurs. J'ai moi-même
accéder à des sites de banque en ligne depuis des Linux pendant des années, j'ai pas eu de problème. J'ai même configuré des PC pour ma famille sous Linux et ils ont des utilisations classiques. Dans le lot, il y avait mes parents. Donc mon père, il n'est pas du tout technicien. Il fait du coup souvent appel à mes services. Et pour le coup, il m'a jamais appelé parce qu'il n'arrivait pas à accéder à la banque en ligne. Je pense qu'il y a peut-être eu à un moment donné un petit bug, mais ça s'est corrigé. Mais c'est tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des soucis de ce côté-là. Je serais curieux de voir un petit peu si d'autres personnes ont rencontré le problème. Si oui, comment vous avez réglé ce problème-là? Parce que je suis certain qu'il peut se régler. Comme ça, cette personne-là aura de l'aide sur cette vidéo. Et du coup, je pourrais juste aller lui dire d'aller regarder cette vidéo-là pour récupérer surtout dans les commentaires de l'aide par rapport à son problème. Si je peux lui permettre de retourner sur Linux, ça sera avec plaisir. Après le problème de banque, je passe du coup sur un commentaire qui m'a vraiment fait réfléchir sur la durabilité de nos PC et la lutte contre l'obsolescence programmée. J'ai une des personnes qui me laisse un commentaire en disant qu'elle a un PC qui était initialement sous XP, un processeur du coup 2 cœurs. Et son PC fonctionne encore aujourd'hui sous Linux. Donc ça vous laisse un petit peu imaginer la durée de vie d'un PC sous Linux. On n'est plus soumis en fait au carcan des règles commerciales qui nous imposent l'obsolescence logicielle et non plus matérielle. On est uniquement soumis à la durabilité de notre hardware. Peut-être qu'à un moment donné, en fonction des normes, on finira peut-être par être bloqué de manière logicielle. Mais personnellement, j'ai toujours vu les PC de mes proches lâcher avant que le Linux ne trouve ses limites. Je rebondis sur un troisième commentaire où une des personnes qui a vu la vidéo dit pour la clé bootable pour l'installation de Linux, il faut surtout faire en sorte en fait d'installer dans le même mode que en fait notre Windows. Si on était en Legacy, être en Legacy, si on était en EFI, etc. Parce que si on n'est pas dans le même mode, quand le grub va amorcer, il n'arrivera pas à trouver Windows pour le dual boot. Et du coup ça va être bloquant et ça risque de créer des soucis et on s'en passerait. La seule condition sine qua non, c'est de bien vérifier dès le départ, comme ça on installe notre Linux de la même manière que notre Windows et il n'y a pas de souci. Je rebondis du coup sur un quatrième commentaire un petit peu fâcheux. Je suis un petit peu déçu pour la personne en question du coup qui me dit qu'il ou elle n'a pas pu installer Linux Mint malgré plusieurs tentatives. Je serais curieux de savoir pourquoi. D'ailleurs j'ai demandé mais j'ai pas eu de réponse. Dites-le moi en commentaire, est-ce que certains d'entre vous ont rencontré des difficultés particulières pour installer uniquement cette distribution là ou alors toutes les distributions? Si oui, quelles étaient ces difficultés et est-ce que certains d'entre vous ou tous avaient pu les contourner? Je pense que à y être, autant qu'on fasse un petit échange et ça pourra peut-être en aider certains. Voilà, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. Je suis content d'avoir pu partager un petit peu mon retour d'expérience, on va dire depuis ces quelques jours, ces 2-3 semaines, voire un mois et demi, donc sur Linux Mint et surtout sur celui-ci. Donc là par contre depuis juste une journée et demie sur mon PC de montage enregistrement de vidéos. D'avoir pu vous expliquer un petit peu les difficultés que j'ai rencontrées, comment j'ai pu les contourner, rebondir un petit peu sur les commentaires qu'on m'avait fait et puis corriger peut-être des manques de l'autre vidéo en vous présentant certains points de la distribution. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour ne rien rater.
et puis ça m'encourage aussi, ça fait plaisir. Je vous remercie encore grandement pour l'engouement que la vidéo précédente a provoqué. Et puis j'espère que vous vous porterez bien la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous